Passons maintenant au cholestérol LDL. Comme pour le cholestérol HDL, le cholestérol LDL il peut être dosé soit par des méthodes de précipitation ou encore par des méthodes de dosage direct. Pour la précipitation, on utilise un agent précipitant qui est le sulfate de polyvényle qui va précipiter sélectivement le cholestérol LDL. Après centrifugation, on va doser le cholestérol contenu dans le surnageant, donc qui représente le cholestérol des VLDL et des HDL. Ensuite, le LDL il sera déterminé par soustraction donc du cholestérol surnageant du cholestérol total. Ou encore, il y a les méthodes de dosage direct. C'est exactement la même chose comme le LDL, c'est-à-dire en plus de votre réactif de travail, vous avez des détergents qui vont solubiliser le cholestérol des VLDL et des HDL. Il y a une corrélation positive entre le taux du cholestérol LDL et le risque athérogène. Donc, plus le cholestérol LDL est augmenté, plus le risque athérogène est augmenté pour les valeurs normales. Donc, le cholestérol LDL doit être inférieur à 1,60 g par litre. Pour le bilan de seconde intention, vous avez l'ultracentrifugation de flottation. Donc, c'est une technique qui permet de séparer les différentes classes lipoprotéiques en fonction de leur densité et de les séparer, de les étudier, c'est-à-dire séparément. C'est vrai que ça reste une meilleure technique, mais elle n'est pas vraiment utilisée en routine parce que ça reste une technique qui est onéreuse et elle est utilisée uniquement par les laboratoires de recherche. Vous avez également l'électrophorèse des lipoprotéines, ou ce qu'on appelle le lipidogramme, qui permet un typage plus précis de ces hyperlipoprotéinémies. C'est un examen qui est pratiqué sur agarose ou bien sur gel de polyacrylamide. Et là, comme vous voyez, donc là c'est le lipidogramme avec les différentes fractions. Vous avez les alpha-lipoprotéines, les pré-bêta-lipoprotéines, les bêta-lipoprotéines et vous avez une fraction qui ne migre pas et qui reste au point de dépôt, c'est les chylomicrons. On peut également doser les apolipoprotéines par des techniques immunologiques. Donc là, vous avez un tableau, c'est-à-dire qui regroupe les normes des ApoA1 et des ApoB en fonction du sexe. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'ApoA1 est corrélé au cholestérol HDL et l'ApoB est corrélé au cholestérol LDL. Et on termine avec les indices d'athérogénécité, donc qui sont en réalité des rapports entre des marqueurs athérogènes et des marqueurs anti-athérogènes. Donc là, j'ai pris trois indices. Donc vous avez le rapport cholestérol total sur le cholestérol HDL qui doit être inférieur à 4,50. Vous avez le rapport. Et on termine avec les indices d'athérogénécité, donc qui sont en réalité des rapports entre des marqueurs athérogènes et des marqueurs anti-athérogènes. Donc là, j'ai pris trois indices. Donc vous avez le rapport cholestérol total sur le cholestérol HDL qui doit être inférieur à 4,50. Vous avez le rapport LDL HDL qui doit être inférieur à 3,55 chez l'homme et 3,22 chez la femme. Et à la fin, vous avez le rapport ApoB ApoA1 qui doit être inférieur à 1,5. Les dyslipidémies sont des modifications primitives ou secondaires des lipides sériques causées soit par une altération des récepteurs, soit par des enzymes du métabolisme des lipides. L'interrogatoire permet de rechercher les circonstances de découverte de ces pathologies. Généralement, c'est lors d'un examen biologique de routine, ou bien lors d'une enquête familiale, ou encore s'il a de risque, exemple diabète, une complication tabagisme, ou encore s'il y a une étiologie secondaire telle que l'hypothyroïdie, ou encore si la personne a fait déjà une complication cardiovasculaire, des antécédents personnels, des antécédents familiaux, c'est-à-dire la notion de dyslipidémie ou de complications chez les parents, un ou plusieurs facteurs de risque, exemple diabète, pour l'examen physique, tabagisme, ou encore rechercher des étiologies secondaires telles que l'hypothyroïdie, ou encore si la personne a fait déjà une complication cardiovasculaire, ou encore au niveau des antécédents familiaux, c'est-à-dire la notion de dyslipoprotéinémie ou de complications chez les parents rotuliens.
Vous avez également l'exanthome aponeurotique plantaire ou palmaire. Vous avez doit rechercher des exanthemes qui sont des dépôts lipidiques. Pour l'examen physique, donc le clinicien doit rechercher des exanthemes qui sont des dépôts lipidiques sous forme de nodules indolores. Vous avez l'exanthome tendineux siégeant au niveau des tendons d'Achille ou bien les tendons extenseurs des doigts ou encore les tendons rotuliens. Vous avez également l'exanthome aponeurotique plantaire ou palmaire et vous avez l'exanthome éruptif. Il y a également les xanthelasmas qui sont des plaques jaunes au niveau des yeux et il y a les arcs cornéens. Détailler la classification internationale de Fredrickson, mais il existe d'autres classifications. Donc vous avez par exemple la classification de Jeanne qui classe les dyslipoprotéinémies en hypercholestérolémie pure, en hypertriglycéridémie pure, et la troisième classe c'est les hyperlipémies mixtes. Commençons par l'hyperlipémie type 2A, ou ce qu'on appelle l'hypercholestérolémie primitive ou familiale. Le mode de transmission, il est autosomique dominant. L'anomalie génétique porte sur le gène codant pour le récepteur ApoB et E des LDL avec plusieurs types de mutations. Il y a 3 degrés d'atteinte. Vous avez les hétérozygotes mineurs avec un taux du cholestérol qui ne dépasse pas 4 grammes par litre et même les complications cardiovasculaires qui sont occasionnelles. Pour les sujets hétérozygotes avec des xanthomes tendineux, donc là le taux du cholestérol total varie entre 4 et 6 grammes par litre et là le risque de faire des complications cardiovasculaires de type d'AVC qui sont précoces. Alors vous avez le dernier degré d'atteinte et donc c'est le plus sévère. Là généralement c'est des récepteurs qui sont absents. C'est les sujets homozygotes avec des xanthomes cutanéo-tendineux. Donc là, le taux du cholestérol total, il dépasse 6 grammes par litre. Et là, le risque de complications cardiovasculaires, donc il peut survenir avant même l'âge de 10 ans. Voyons maintenant la biologie de cette hypercholestérolémie familiale. Donc l'aspect du sérum, il est clair parce que là c'est dû à l'augmentation des LDL. Le taux du cholestérol total il est augmenté, les triglycérides normales. Le taux du cholestérol LDL il est augmenté et donc dans le cas des homozygotes il est très augmenté. Et vous avez le cholestérol HDL normal ou légèrement diminué. À l'électrophorèse des protéines, on trouve une large bande migrant au niveau des bêta-lipoprotéines. Passons maintenant aux hyperlipémies mixtes. Vous avez 2 types, donc selon la classification de Fredrickson. Donc vous avez le type 2B et le type 3. L'aspect du sérum il est opalescent dû à la présence des VLDL, plutôt à l'excès des VLDL. Pour le bilan biologique, vous avez un cholestérol total qui est augmenté, les triglycérides la même chose. Vous avez les LDL qui sont augmentés et à l'électrophorèse, donc là on obtient 2 bandes, c'est-à-dire 2 larges bandes, migrant l'une migrant au niveau des bêta-lipoprotéines. Il s'agit des LDL et l'autre au niveau des pré-bêta-lipoprotéines, il s'agit de VLDL. On passe à un autre type d'hyperlipémie mixte, c'est le type 3, donc appelé également 10 bêta-lipoprotéinémie ou xanthomatose tubéreuse ou encore broad beta disease. Donc le mode de transmission il est autosomique récessif. Donc cliniquement vous avez présence d'exanthomes tubéreux au niveau des plis plantaires. Et là généralement c'est des sujets qui font des complications athéroscléreuses très précoces. Pour anomalie génétique, il s'agit d'un polymorphisme du gène de l'ApoE et donc on aura la synthèse de 3 formes différentes d'ApoE et par conséquent on aura une accumulation des idéales. L'aspect du sérum, il est opalescent. Pour le bilan lipidique, vous avez une élévation du cholestérol total, des triglycérides et le LDL qui est légèrement augmenté. À l'électrophorèse, on obtient une large bande, donc migrant entre les bêta et les pré-bêta. C'est ce qu'on appelle la broad beta band, caractéristique de ce type 3. C'est-à-dire, il s'agit en fait des idéales. C'est pas des VLDL, c'est pas des LDL, mais c'est des idéales, c'est des lipoprotéines de densité intermédiaire.
normalement qui sont absentes de notre circulation sanguine. Commençons par l'hypertriglycéridémie exogène, le type 1 ou ce qu'on appelle l'hyperchylomicronémie. Le mode de transmission, il est autosomique récessif. En fait, il s'agit d'un défaut de la lipoprotéine lipase ou bien de son activateur qui est l'ApoC2 et donc les chylomicrons ne sont pas dégradés. Cette pathologie est très dépendante de l'apport alimentaire exogène en graisse. Cliniquement, se manifeste par des douleurs abdominales, hépatosplénomégalie, des xanthomateuses éruptives, asthénie, nausée avec une somnolence postprandiale et même une lipémie rétinienne. La complication majeure de cette hypertriglycéridémie, c'est la pancréatite aiguë. Alors, pour l'aspect du sérum, il est lactescent. Il faut faire toujours un test de crémage après pour confirmer la présence effective des chylomicrons. Pour le bilan lipidique, donc vous avez les triglycérides qui sont augmentés et à l'électrophorèse, vous trouvez une large bande au niveau du point de dépôt, signifiant qu'il existe un excès de chylomicrons. L'aspect du sérum, il est opalescent. Donc là, on a un taux du cholestérol total qui est légèrement augmenté, les triglycérides aussi. Et vous avez par contre l'LDL qui sont normaux à l'électrophorèse. Donc là, on a une large bande au niveau des pré-bêta-lipoprotéines. Donc là, il s'agit d'un excès de VLDL. Et on termine avec l'hypertriglycéridémie type 5, ou appelée également l'hypertriglycéridémie mixte. Donc l'anomalie est due à une diminution de l'affinité des remnants des VLDL ou des chylomicrons pour les récepteurs ApoE. Donc là on a un ralentissement de leur catabolisme hépatique avec accumulation de ces particules. Pour la biologie, donc on obtient un aspect du sérum qui est lactescent. Donc il faut faire le test de crémage. Généralement lorsqu'on fait le test de crémage, on obtient le collet crémeux et le sous-nageant, il reste opalescent, il n'est pas clair comme pour le type 1. Donc pour le reste du bilan lipidique, donc là vous avez le cholestérol total qui est augmenté, les triglycérides très augmentés, vous avez les LDL qui sont légèrement augmentés, vous avez à l'électrophorèse deux bandes, l'une au point de dépôt, c'est celle des chylomicrons et l'autre au niveau donc des pré-bêta-lipoprotéines, ce sont les VLDL. Il y a d'autres hyperlipoprotéinémies qui ne sont pas répertoriées dans la classification de Fredrickson. Je vais juste les citer. Vous avez l'hyper-apo-bêta-lipoprotéinémie, c'est une augmentation de l'ApoB avec un cholestérol LDL qui est normal ou bien légèrement élevé. Par contre, les LDL sont plus petites, sont plus denses et très hétérogènes. Vous avez l'hyper-alpha-lipoprotéinémie, donc là on a une augmentation du cholestérol HDL avec un cholestérol LDL qui est normal. Là, le mode de transmission génétique il est autosomique dominant, mais généralement les familles atteintes de cette hyper-alpha-lipoprotéinémie ont une grande longévité, c'est-à-dire ils ont un excès d'HDL et donc une bonne protection contre l'athérosclérose. Donc sur cette diapo, j'ai essayé de résumer les différentes hyperlipoprotéinémies secondaires. Donc là, vous avez plusieurs pathologies. Donc j'ai pris le cas par exemple du diabète sucré où généralement c'est le type 4, parfois le type 2B qui est le plus souvent associé au diabète. Vous avez l'obésité, l'hyperuricémie, l'hypothyroïdie et même d'autres affections. On passe maintenant aux hypolipoprotéinémies. Il existe également des hypolipoprotéinémies génétiques ou encore les hypolipoprotéinémies secondaires. On commence par les hypolipoprotéinémies primitives. Donc vous avez les hypoalpha-lipoprotéinémies. Donc il y a plusieurs pathologies. Donc on a un effondrement du cholestérol HDL, soit dû à un déficit athérogène en HDL par défaut de synthèse de l'ApoA1. Donc soit vous avez la maladie de Tangier, donc il s'agit d'un déficit familial en HDL. Donc là, généralement, c'est un hypercatabolisme des HDL avec une mutation du gène codant pour l'ApoA1, ou bien vous avez le déficit familial en L4, donc une absence d'activité de la L4. Et donc, quel que soit le type ou bien la mutation, donc vous avez un risque d'athérosclérose qui est très précoce.
Vous avez également les hypolipoprotéinémies secondaires, soit une hyperthyroïdie, soit une insuffisance hépatique, la maladie cœliaque, donc dénutrition de la maladie cœliaque, ou encore dans certains hémopathes.